à tous, merci d'être avec nous pour cette deuxième session de l'après-midi. Je suis ravie de vous présenter la prochaine session qui est Meet My Job, Sanofi qui s'engage pour l'emploi des jeunes et nous en avons beaucoup. Est-ce que ça va? Est-ce que vous allez bien? On vous entend pas. Allez, allez, c'est parti. Est-ce que vous allez bien? Et on peut faire un concert après, hein. C'est parfait. Merci d'être avec nous. Il nous manque plus que faire tomber le masque et je verrai toutes vos expressions. Alors, on va en parler avec notamment, je vais passer la parole maintenant à Frédéric Granado, directrice RSE France chez Sanofi. Nous avons également Olivier Gien, directeur du digital GenMed, Léa Gienzek, Consumer Experience Visual Digital Design Lead. En fait, on avait un jingle pour vous, mais vous courez. Du coup, Olivier, vous voulez pas le jingle. Alors du coup, Florence, Léa, Consumer Experience Visual Design Lead. Vous pouvez vous installer, je vais bouger. Nous avons Florence Henry, cofondatrice et Chief Executive Officer de Liberos. Et enfin, Nicolas Steib, qui est vice-président Sales de la région EMEA chez Iseop. Merci d'être avec nous. La parole est à vous, Frédéric. Merci beaucoup, Christina. Et bonjour à tout le monde. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à nos intervenants. Donc, on a la chance aujourd'hui, comme vous le savez, d'être sur le salon Vivatech. Donc, Vivatech, c'est le premier événement européen en matière de technologie et de digital. Et donc, lors de ce salon, on découvre toutes les nouveautés qui feront notre futur. Et en particulier, il y a des choses qui vont être bouleversées dans nos vies quotidiennes concernant le domaine de la santé. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous 4 spécialistes qui vont vous parler des métiers de l'e-santé de demain. Alors sans plus tarder, je vais leur passer la parole et on va commencer par Florence Herry, parce que Florence, elle a un parcours qui peut surprendre. Florence, elle est infirmière et aujourd'hui, elle est à la tête d'une start-up qui s'appelle Liberos. Donc Florence, comment fait-on pour avoir fait des études d'infirmière et se retrouver à la tête d'une start-up? Déjà parce que la santé, c'est un vrai sujet de passion. Depuis que je suis toute petite, je veux devenir soit infirmière, soit médecin. J'ai commencé des études de médecine, une fac de médecine, que j'ai très vite abandonnée parce que je n'étais pas du tout faite pour la fac. Et par la suite, du coup, je voulais vraiment travailler dans le soin. Donc j'ai cherché. Et j'ai trouvé que le métier de l'infirmier était le plus près des patients et le plus rapidement accessible. En 3 ans, on peut devenir infirmier. Et c'est très multitâche. On peut faire de ce métier dans beaucoup d'hôpitaux, au domicile des patients, même dans les entreprises. Et suite à cela, j'ai vu beaucoup de choses au domicile des patients et à l'hôpital. Et c'est là que je me suis dit, il faut créer quelque chose pour innover et répondre à des besoins patients et à des besoins des professionnels de santé, et que j'ai créé Libero. Alors, on a un parcours intéressant également à partager, c'est celui de Nicolas. Alors, Nicolas, en fait, il a fait une fac de sport. Comme vous pouvez vous imaginer, il était sportif de haut niveau. Et puis, aujourd'hui, il est directeur commercial d'une start-up. Alors, c'est quand même un parcours qui interpelle. Nicolas, comment on vient de sportif de haut niveau à directeur commercial d'une start-up? Alors, c'est vrai que j'ai un parcours qui n'est pas très linéaire. Et si je suis très honnête avec vous, je vais faire un peu d'archéologie. Je n'ai jamais été, moi, passionné par l'école. Mais j'ai eu très vite conscience de l'importance d'avoir son bac et de poursuivre les études. Et donc, moi, j'étais passionné par le sport. Je pratiquais le sport à un bon niveau. Et je me suis dit que je voulais concilier à la fois ma passion et ma pratique du sport. Et donc, après l'obtention de mon bac, je me suis dirigé effectivement vers une fac de sport. Spécialisé en événementiel et marketing sportif. Et donc j'ai travaillé pour Nike, Sport Plus Conseil, etc. sur l'organisation d'un certain nombre d'événements sportifs. Et à la fin, au bout de l'obtention de ma licence, je me suis dit finalement c'est bien, j'adore ça, c'est ma passion, mais je ne veux pas en faire mon métier. Voilà. Et je pourrais vous raconter des histoires. J'aurais rêvé d'avoir une belle carrière nationale et internationale. Malheureusement, je n'étais pas suffisamment bon. Et donc j'ai poursuivi mes études. J'ai passé un concours en admission parallèle, donc après l'obtention de ma licence pour intégrer les écoles supérieures de commerce. Et donc j'ai intégré Grenoble, qui était spécialisé dans le management de l'innovation, notamment. Et à la fin de l'obtention de mon diplôme d'études supérieures, j'ai commencé ma carrière en tant que consultant spécialisé dans les transformations digitales des entreprises. Voilà, donc avec toutes les nouvelles technologies qui émergent, en fait, il y a plein de besoins de différentes natures chez tous les clients, tous secteurs d'activité confondus. Et assez rapidement, finalement, je me suis dit consultant, c'est bien. Je bossais avec des personnes qui étaient assez haut niveau, bien placées au sein des organisations et des grands comptes.
Et je me suis rendu compte qu'ils avaient plein d'autres besoins et je contribuais souvent au développement commercial pour vendre finalement les missions du cabinet dans lequel je me trouvais. Un cabinet qui s'appelle Solucom maintenant à Wavestone. Et il s'avère que pendant mon entretien annuel, on m'a proposé de faire une mobilité interne. On m'a dit, bah écoute, tu te débrouilles très bien en tant que consultant, voilà comment on te projette. Mais on peut te donner aussi l'opportunité de finalement te rediriger vers une fonction commerciale. Et moi, il s'avère que dans le même timing, finalement, je me suis dit, j'aimerais bien découvrir autre chose et découvrir ces métiers du commerce. Et donc ça s'est extrêmement bien passé. J'ai été par la suite chassé par un plus grand cabinet qui s'appelle Capgemini, qui est d'ailleurs, je pense, présent ici à Vivatech, pour découvrir d'autres choses. Et ça m'a permis d'ouvrir et d'élargir encore mes compétences et mes capacités de traiter des plus gros projets. Et à la suite de quoi, finalement, je connaissais des gens dans un fonds d'investissement qui s'intéressait à la structure que j'ai rejoint, qui s'appelle Iseop, qui est un éditeur de logiciels qui intervient dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et le fonds d'investissement m'a dit, on va regarder cette société, on va investir dedans, on va la restructurer, on cherche quelqu'un pour prendre la direction des ventes. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu aurais envie de nous rejoindre? Et donc Iseop, je peux expliquer en quelques secondes ce que ça fait. Voilà. Donc en gros, alors ça va être un terme un peu technique, hein. On est un acteur de ce qu'on appelle la génération de texte en langage naturel. Donc ça c'est abstrait pour vous, mais je vais vous l'expliquer. On a développé un algorithme qui utilise l'intelligence artificielle, qui duplique un raisonnement humain, le raisonnement que vous pourriez vous avoir quand vous allez regarder des données. Et on va venir mettre en mots et raconter de façon automatique l'histoire de ce qui s'est passé au sein de cette série de données. Donc si je le rends encore plus concret, par exemple, on collabore avec Sanofi. Sanofi, vous savez, hein, qui met en marché et qui vend des médicaments notamment, des vaccins et plein d'autres choses. Et ben, pour mettre un médicament en marché, vous avez différentes phases, phase 1, phase 2, phase 3, avec des tests cliniques qui sont réalisés sur les patients. Et ben, nous, on va venir analyser les résultats de façon automatique de ces tests cliniques et on va venir raconter tout ce qui s'est passé, écrire les documents qui vont être soumis aux instances de régulation pour valider le fait que Sanofi ait le droit de mettre les médicaments sur le marché. Alors, il n'y a pas que Sanofi qui fait ça, tous les grands laboratoires au monde le font, hein, c'est une obligation réglementaire, et on accompagne les grands labos pour faire ça. Voilà. Merci Nicolas. D'ailleurs Florence, tu pourrais peut-être nous dire un petit mot sur Libéro, ce que tu as mis en place, parce que c'est toi qui l'as créé en fait. Oui, effectivement, je n'ai pas décrit Libéro, mais Libéro, alors vous pouvez aller sur le site internet directement, effectivement c'est très lisible de ce qu'on fait. On facilite la mobilisation d'un infirmier au domicile d'un patient ou dans une entreprise grâce à une application mobile et avec des interfaces digitales. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça la e-santé. Le I pour connecter et la santé, bien sûr, pour les professionnels et les patients. Merci. Alors, on va avoir une autre expérience qui est celle de Léa. Donc, Léa Gizek, elle est chez Sanofi maintenant depuis 6 ans. Léa va vous expliquer son parcours. Elle a commencé comme alternante et aujourd'hui, elle s'occupe de l'expérience client chez Sanofi. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus également? Et l'alternance, quel rôle ça a joué dans ton parcours? Donc oui, je peux en dire un petit peu plus. Ce qui est sûr, c'est que déjà, avant de rentrer chez Sanofi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en finissant mon cursus lycée, après mon bac, j'avais pas envie tout de suite de me spécialiser dans une branche. Je voulais prendre le temps pour découvrir et mieux comprendre le monde de l'entreprise. Donc c'est pour ça que je suis allée faire une première école de commerce. Il faut savoir aussi que j'étais boursière à ce moment-là et que j'avais pas envie de me mettre de frein. J'avais envie de me dire, en fait, c'est pas parce que je suis boursière que j'ai moins de chances que les autres pour prétendre à des grandes études. Donc du coup, je suis rentrée dans une première école de commerce à Tours pour mieux comprendre le système de l'entreprise quand on parle de finance, quand on parle de communication, quand on parle de marketing. Aussi, un autre point qui était important pour moi, c'était de considérer les stages longs et le fait de pouvoir aller directement dans l'entreprise à des moments donnés pour mettre en pratique ce que j'apprenais tout simplement et puis commencer à travailler. Suite à ça, donc j'ai eu un diplôme généraliste en management des entreprises. J'ai décidé de me spécialiser un peu plus dans tout ce qui était marketing communication. Et mon master, je savais après la fin de ma licence que je voulais le faire en alternance parce que j'avais adoré aller sur le terrain et que je sentais que j'avais ce besoin de mettre en pratique ce que je faisais et d'en apprendre aussi davantage concrètement et pas que à travers des lectures, des études de cas ou des travaux de groupe qu'on peut faire dans des écoles de façon très classique. Donc ma première année d'alternance, je ne l'ai pas du tout fait dans le secteur de la santé, je l'ai fait dans l'industrie de la photo. Et là, j'ai pu commencer à mettre les pieds dans le digital.
Ou par exemple, je m'occupais de la communication sur les réseaux sociaux. Aussi de tout ce qui va être travail avec des influenceurs sur Instagram, ce qu'on voit beaucoup ces derniers temps. Vous êtes, je pense, familier avec ça. Et après, pour ma dernière année de master, c'est là que je suis rentrée chez Sanofi. Mais chez Sanofi, je ne suis pas rentrée dans une fonction auquel on penserait, comme la R&D ou par exemple les équipes industrielles. Je suis rentrée dans l'informatique. Et mon rôle dans l'informatique, on peut se dire « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est très technique, ça fait peur ». Et bien en fait, pas du tout. C'est un monde qui est très stimulant parce que moi, j'étais dans les équipes communication de l'informatique chez Sanofi. Et donc, mon rôle, c'était d'expliquer à tous les utilisateurs Sanofi pourquoi utiliser telle solution, ça pouvait les aider au quotidien. Ou en quoi l'informatique permettait de délivrer plus efficacement certains produits, par exemple. Et après, c'est presque 5 années à travailler avec les équipes communication chez Sanofi. J'ai des anciennes collègues derrière, elles vont me faire pleurer. J'ai décidé de prendre un autre tournant et plus de m'orienter vers ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Et donc, expérience utilisateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler sur les structures d'un site internet pour faire en sorte que l'information soit positionnée correctement, que les personnes qui viennent sur le site internet, par exemple, comprennent la navigation et ressortent avec des informations essentielles. Mais ça va être aussi travailler sur des applications mobiles, par exemple, pour les patients, pour que leur traitement soit correctement expliqué, correctement pris et que ça puisse les aider au quotidien. Donc voilà, donc ça c'est mon métier à aujourd'hui. Donc ce qui est important de retenir, c'est qu'il n'y a pas de parcours type et qu'en fait on peut commencer très large et prendre le temps pour à la fois aller explorer en entreprise, mais aussi prendre le temps de se spécialiser pour trouver sa voie. Il ne faut pas se sentir pressé. Il n'y a pas un schéma linéaire à suivre pour arriver dans la santé. Moi, j'ai commencé en faisant un parcours très généraliste en management des entreprises. Je me suis spécialisée en communication, stratégie des marques et dans le digital. Et voilà. Et aujourd'hui, j'en suis là et c'est génial. Voilà, ce n'est que le début. Et donc, en fait, pour terminer, on a Olivier Gien. Alors, Olivier, il est là depuis un peu plus longtemps dans le groupe. Alors, lui, il est tombé dans l'informatique très petit. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'Olivier, c'est un des spécialistes de l'intelligence artificielle appliquée à la chimie. C'est pour ça qu'on est très fiers de l'avoir chez nous. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu plus ton parcours? Parce que toi, il est un tout petit peu plus linéaire. Alors voilà, mon parcours est un petit peu plus linéaire, même si le message qu'on veut vous passer aujourd'hui, c'est en fait, il y a plein d'options possibles. Vous l'avez vu à travers les 3 parcours qui vous ont été présentés. Et puis aussi, dans la vie, il peut y avoir des petits événements qui semblent être rien du tout, mais qui vont vous porter toute votre vie. Dans mon cas, à 11 ans, mon père m'a inscrit dans un club d'informatique. Donc, c'était au début des années 80. Les dinosaures avaient disparu quand même à cette époque. Mais malgré tout, c'est quelque chose qui m'a donné très tôt le goût de l'informatique et qui m'a finalement orienté pour le reste de ma vie. J'ai suivi après un parcours plus classique. J'ai fait une prépa, j'ai fait une école d'ingé. Je suis tombé amoureux de la chimie en prépa. Donc, je suis devenu ingénieur chimiste. Et à l'issue de ces études, on m'a proposé de faire une thèse à l'interface entre l'informatique et la chimie, pour essayer de modéliser ce qu'on appelle la synthèse organique, c'est-à-dire la construction des molécules compliquées qui rentrent dans la composition des médicaments. Donc c'est ce que j'ai fait. C'était les tout débuts des applications de l'intelligence artificielle. Et puis je suis rentré chez Sanofi. Assez rapidement, j'ai pris la direction des systèmes d'information pour la recherche. Je crois que tout à l'heure, tu vas les emmener, Frédéric, voir un des stands qui est ici. La recherche se prête énormément au système d'information. On peut faire de la simulation, on peut faire de la modélisation. On a besoin de comprendre les mécanismes du corps humain. Ensuite, je suis passé au développement clinique. Donc, j'ai pris la direction des systèmes d'information pour le développement clinique. Alors, il y a plein de choses qu'on peut simuler dans le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, plus personne ne fait, par exemple, d'essais nucléaires pour tester des armes nucléaires. Tout ça, c'est simulé. Malgré tout, on ne connaît, nous, pas suffisamment bien le corps humain pour simuler si un médicament va marcher ou pas. On est obligé de tester, on est obligé de faire des études chez les êtres humains, de leur injecter pour voir si ça va fonctionner ou pas. Et ça, évidemment, il faut le suivre, il faut suivre les données, il faut vérifier qu'il n'y a pas d'effets secondaires. Donc tout ça, c'est supporté par des outils informatiques. J'ai ensuite pris la direction des systèmes d'information pour la direction médicale. Une fois que les produits sont sur le marché, ceux que vous prenez, vous avez sûrement entendu dire des gens autour de vous, ah ben celui-là, il fonctionne bien chez moi, celui-là, pas du tout. En fait, jusqu'à un temps très récent, on ne savait pas très bien ce qu'il advenait des produits une fois qu'ils étaient sur le marché, parce qu'on n'avait pas de données électroniques pour capter, mesurer, voir ce qui se passait réellement. Aujourd'hui, on les a. C'est ce qu'on appelle les données du monde réel. Donc, on a construit un système pour voir comment les produits se comportent une fois qu'ils sont sur le marché.
Et puis récemment, j'ai pris la direction des systèmes d'information pour la plus grosse business unit de Sanofi, la business unit médecine générale. Et là, ce qu'on cherche à faire, c'est comment on transforme notre interaction avec les médecins. Les laboratoires comme nous sont évidemment en contact avec les médecins pour leur expliquer ce que font nos produits, comment les prescrire. Et aujourd'hui, on cherche à digitaliser cette information pour que leur expérience soit la meilleure possible. Donc, en restant dans la même société, donc j'ai un parcours un peu différent, je suis resté plus de 20 ans dans la même société, mais j'ai eu un nombre de rôles et de responsabilités et de sujets extrêmement variés. Donc ça aussi, c'est possible. Alors vous voyez qu'avec 4 personnes, vous avez des parcours déjà très très différents dans ces milieux de l'e-santé. Alors justement, si aujourd'hui, les jeunes qui sont ici s'intéressent à l'e-santé, quelles sont les carrières, quels sont les métiers de l'avenir, ou d'aujourd'hui d'ailleurs, dans le domaine de l'e-santé? Qui se lance? Florence? Oui, j'y vais. Comme je suis en plein recrutement, et on en parlait justement, le recrutement des jeunes diplômés ou même des personnes qui sont un petit peu plus seniors ou juniors, on appelle junior, senior, enfin toutes les étapes de la vie professionnelle. Alors dans la e-santé, on peut voir donc des professionnels de santé, donc on peut être infirmier, kiné, médecin, et puis se lancer comme moi je l'ai fait dans une entreprise et lancer sa propre entreprise, mais aussi travailler pour le compte d'une entreprise, par exemple comme Sanofi, qui est un laboratoire pharmaceutique, donc qui a besoin de faire appel à des médecins, à des spécialistes. Après, dans la e-santé, il y a toute la technologie. Donc ça, c'est la verticale technologique. Donc par exemple, des développeurs web, des développeurs d'applications, des expériences utilisateurs, donc ce qu'on appelle UX designer. Il y a beaucoup d'acronymes en start-up, mais du coup, et d'autre part, il y a toute la communication. Vous avez tous un téléphone portable dans les mains, c'est très rigolo. Et du coup, c'est la communication, c'est hyper important parce que quand on crée un produit, que ce soit un médicament ou que ce soit une solution comme la nôtre, on a besoin de la faire connaître du plus grand nombre. Et aujourd'hui, il y a plein de choses à faire. Il faut être visible sur Google, sur Facebook, sur LinkedIn, sur plein de réseaux. Et tout ça, ça nécessite des gens qui sont en charge de la communication et ce qu'on appelle le marketing pour justement bien mettre en avant un produit ou une solution. Donc ça, c'est déjà un petit panel d'acteurs qui peuvent travailler dans la e-santé, avec du coup des formations très différentes, école de commerce, même des BTS, des CAP, de tout. Il y a de tout pour faire la e-santé. J'enchaîne. Je vais te rejoindre un petit peu, parce que nous, on retrouve un peu les deux casquettes. Alors, on est un éditeur qui travaille pour les acteurs de la e-santé, un éditeur informatique. Donc, il y a ce volet technologique et il y a ce volet, je dirais, business, plutôt métier fonctionnel. Et donc, on va rechercher, nous, des profils pour contribuer au développement de notre solution. Et donc là, c'est principalement des profils, je dirais, techniques, développeurs sur les nouvelles technos, Java, REST, DevOps, etc. Des linguistes, des docteurs en IA. Et donc, ces personnes-là, ces profils-là sont ceux qui vont contribuer, comme je l'ai dit, à l'enrichissement de la solution qui existe déjà, au développement des solutions futures qu'on va co-développer avec nos clients parfois, ou même nous avec notre centre de R&D. Et après, on a les profils plutôt, je dirais, fonctionnels et métiers. Et donc, on va appeler des Customer Success Managers. Je suis désolé avec mon problème de masque. Et donc, les Customer Success Managers sont des profils qui vont accompagner, alors souvent qui ont un bon relationnel, et qui vont accompagner nos clients. Et donc là, les acteurs de la santé, donc les grands labos, Sanofi, Pfizer, Bayer, AstraZeneca, voilà, qui sont nos clients aujourd'hui, au quotidien, dans l'appropriation qu'ils vont avoir de la solution, de son usage et dans le développement de nouveaux cas d'application. Voilà, et donc ça, ce sont des profils plutôt généralistes avec des têtes bien faites. Voilà, on prend des juniors, des profils plus expérimentés pour encadrer des gros dispositifs, etc. Mais il y a pas mal de possibilités qui sont offertes à ce niveau-là. Et juste, j'ai oublié les commerciaux aussi, le commercial. Vous avez sûrement entendu parler du mot du commercial ou business developer. C'est effectivement des gens qui aiment parler, qui aiment vendre, qui aiment raconter des histoires, mais des belles histoires autour d'un produit. Et c'est Là, elle est en train de vous expliquer que je raconte des belles histoires, si vous avez compris. Hein. Voilà. Autour d'un produit et qui, un type de personne qui est très nécessaire dans une entreprise, justement pour vendre le produit qui a été développé. Et là, elle se rattrape. Voilà. Elle a dit des belles histoires, elle n'a pas dit des histoires, Nicolas. C'est important. Donc Léa, pour toi aujourd'hui, puisque ça fait quand même que quelques années maintenant que tu as démarré ta carrière, quels sont les métiers qui te paraissent les plus intéressants dans ceux que tu as vus Alors, je ne sais pas si je parlerai vraiment de métier, mais je verrai plus des compétences qui peuvent aider, peu importe quel est le métier. Parce que comme on l'a vu, là, mes acolytes ont partagé plein de métiers différents.
Je pense que c'est surtout des compétences que vous avez chacun, sur lesquelles vous pouvez capitaliser, et c'est là-dessus que vous devez miser pour pouvoir évoluer et faire votre parcours. Par là, je veux dire la curiosité déjà. Le monde du digital, peu importe la branche, mais surtout en e-santé, c'est un milieu qui demande d'être curieux, de s'intéresser à ce qui se passe autour. Et donc, ça veut dire, par exemple, lire des choses qui peuvent paraître totalement déconnectées de la santé, mais qui peuvent faire germer une idée pour les retranscrire dans des solutions ou dans des idées de start-up, par exemple. Ça va être aussi le fait de savoir travailler avec les autres. Travailler dans le digital et dans l'e-santé, ça veut dire pouvoir collaborer avec plein d'équipes, plein de gens, peu importe la taille de l'entreprise. Donc, savoir collaborer, c'est savoir écouter aussi et prendre en considération ce que les autres peuvent dire pour s'enrichir et grandir. Donc ça, c'est vraiment des choses très importantes. Enfin, je dirais aussi, c'est savoir analyser, garder un œil critique. Donc c'est là où on rejoint un petit peu la curiosité aussi. Parce que savoir analyser, c'est prendre du recul sur ce qu'on fait pour pouvoir essayer de toujours faire mieux aussi. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes. Et ça, je suis persuadée, c'est des choses que vous mettez déjà en application aujourd'hui dans vos cours, dans vos parcours, même dans votre bulle perso, on va dire, avec vos amis ou dans vos loisirs. Et c'est des choses sur lesquelles vous pouvez capitaliser pour faire de vous des professionnels juste au top demain. Et ce que je voudrais rajouter là-dessus, c'est qu'on parlait de métiers de l'e-santé. Aujourd'hui, on vous parle d'un panel de métiers qui est très large, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un monde qui bouge très vite. Et donc, ne partez pas avec juste une seule idée en tête. Laissez-vous le temps de partir avec une idée, mais aussi de la faire germer et de vous laisser cette chance et cette option de pouvoir évoluer dans le temps et changer de métier aussi en cours de route si vous le voulez. Et encore une fois, si vous avez compris ça, je pense que vous avez tout compris pour la suite. Et longue vie, quoi. Et le champ est ouvert. Alors, c'est un peu ce que tu as fait, Olivier, hein, toi, chez Sanofi. Donc, on a bien vu 20 ans de carrière, mais en même temps, à chaque fois, tu as bougé, tu t'es adapté, etc. Aujourd'hui, quels conseils tu pourrais leur donner? Et en même temps, quels sont les métiers que toi, par exemple, tu recrutes chez nous aujourd'hui? Alors, les conseils, d'abord, faites ce que vous aimez. C'est très important. Ne vous forcez pas à faire quelque chose. On n'est jamais meilleur que quand on aime ce qu'on fait. Donc, laissez-vous vraiment guider par ce qui vous plaît. Ça, c'est hyper important. Comme le disait Léa, il y a deux types de compétences. Il y a ce qu'on appelle les compétences hard, les compétences dures. Par exemple, je sais pas, tu es forte en maths. Voilà, c'est ça. Mais on est dans un monde aujourd'hui où c'est de plus en plus difficile de réussir seul. Donc les compétences soft, c'est-à-dire les compétences sociales, sont de plus en plus importantes. Les petites applications qu'on développe chez nous, chez Sanofi, on le fait dans des pods qui sont, c'est des équipes pluridisciplinaires agiles où les gens doivent collaborer tous ensemble. Donc le travail en équipe est très important. Ça, c'est bien. Les profils qu'on recrute chez nous, en plus de ce que disaient les collègues ici, il y a des profils data. Si certains d'entre vous aiment les maths ou sont forts en maths, les gens qui sont capables d'analyser des données, d'identifier des tendances. Donc ce job de data analyst, il est très, très, très à la mode. Un domaine qui recrute énormément, alors pas dans mon équipe, mais chez Sanofi, on en recrute beaucoup, c'est aussi tout l'aspect cybersécurité, puisque la menace cyber est de plus en plus présente. Donc c'est voilà, des choses qu'on recrute. Des développeurs. Pendant très longtemps, Sanofi a sous-traité une partie de son travail de développement. On commence de réinternaliser ces compétences-là. Donc les gens qui développent du logiciel informatique, c'est des compétences qu'on recherche chez nous aussi aujourd'hui. Mais voilà, laissez-vous porter par ce que vous aimez. Et puis, il faut simplement y croire. Vous savez, il faut aussi que vous réalisiez que vous allez être dans des carrières longues. Vous ne le réalisez peut-être pas encore, mais l'âge de la retraite s'accroît, puisque l'espérance de vie s'accroît. Vous avez beaucoup, beaucoup de temps devant vous. D'accord ? Donc, vous avez du temps. Donc, laissez-vous toutes les chances de réussir. Faites ce que vous aimez. Voilà, faites ce que vous aimez. Alors, justement, on disait qu'il faut être curieux, il faut faire ce qu'on aime. On va passer à une petite séance de questions maintenant, parce que vous avez la possibilité de poser les questions qui vous intéressent à nos 4 intervenants. Donc, je vois déjà, il y a une première question ici. Je peux avoir le micro? Je vais juste te demander de ton prénom, s'il te plaît, enfin de te présenter. Et puis, tu me mets très, très près de... Je m'appelle Adem, je suis en 5e. Et en fait, j'ai une question. Est-ce que maintenant, comme Sanofi, c'est une entreprise pour la santé, est-ce que maintenant, l'informatique, ça prend une grande place dans ce métier?
Alors oui, c'est une très bonne question. Ça prend une très très grande place parce qu'en fait, on génère de plus en plus de données. Tu veux garder le micro. C'est bon. On génère de plus en plus de données de santé. Par exemple, le génome. On séquence de plus en plus de génomes humains. Je ne sais pas si tu as déjà étudié ça, mais l'ADN humain, on est capable maintenant de le décoder très rapidement pour des millions d'êtres humains. Donc il faut qu'on soit capable d'analyser ça. Donc il nous faut beaucoup de puissance de calcul, beaucoup de puissance d'analyse. Et il nous le faut à peu près dans tous les domaines, parce que d'autres types de données qui n'étaient pas disponibles électroniquement le deviennent. Les données de prescription, ce que ton médecin a prescrit, tes parents peuvent le voir dans ton dossier médical personnalisé. Les données de remboursement, tes données médicales, bientôt tu pourras y avoir accès. Et donc tout ça, on a besoin de l'intégrer pour essayer d'imaginer les traitements de demain. Donc la donnée dans le domaine de la santé est en train d'exploser. Et en fait, la science qui sait acquérir, stocker et analyser les données, c'est le digital, c'est l'informatique. D'accord, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Je vois qu'il y a une question sur le côté. Bonjour, je m'appelle Abdallah Semier, j'ai 14 ans et je suis en 4e. Et j'aurais une question, c'est dans Sanofi, est-ce que vous primez les hard skills ou les soft skills? Parce que vous en parlez. Et donc, est-ce que, par exemple, une personne qui a des capacités extraordinaires dans l'informatique va être favorisée dans sa candidature, ou vous primez quelqu'un qui a des rapports très bons avec tout le monde? C'est une très bonne question. Alors en fait, on ne privilégiait pas les deux. En fait, on est évalué sur deux axes. On est évalué sur le quoi et sur le comment. C'est-à-dire sur ce que l'on fait, ce qu'on doit livrer, mais aussi sur la façon dont on le fait. Donc les deux sont aussi importantes. Après, tu peux avoir des métiers très très spécifiques, par exemple des métiers d'expert, où là, il faut vraiment que tu sois hyper bon dans un domaine très pointu. Là, je dirais, dans ces domaines-là, je voyais Eric tout à l'heure, il y a quelques experts ici, je voulais parler sous son contrôle, mais dans ces domaines-là d'expertise, c'est vrai que le hard skills est vraiment absolument primordial. Mais on est des métiers, de toute façon, à la base, tous scientifiques et techniques, et donc c'est vrai que le côté hard skills est très important. Après, si je peux me permettre juste de rajouter quelque chose, ce qui est sûr, c'est que quand tu arrives chez Sanofi, tu arrives avec ton profil. Ce qui est intéressant, c'est que dans ton évolution, ton parcours, avec les gens avec qui tu es entouré, tu peux aussi avoir accès à de la formation. Donc pour continuer à grandir. Donc ça veut dire que quand tu arrives à un moment donné chez Sanofi dans une équipe, tu ne restes pas pendant des années sans rien faire. Tu continues de monter en compétences, tu évalues avec par exemple ton manager les points sur lesquels toi tu aimerais monter en compétences. Donc ça peut être sur une expertise que tu as déjà pour devenir encore plus expert, ou à l'inverse, aller découvrir d'autres sujets. Et ça, c'est valable, comme disait Olivier, sur le quoi et sur le comment. Donc, il ne faut vraiment pas se dire oh là là, j'arrive avec un profil qui est peut-être un peu plus solide en soft skills ou en hard skills. Non, tu as ton profil, tu as tes richesses, et derrière, tu capitalises dessus pour devenir encore meilleur. Donc, effectivement, et en plus, comme tu le disais, Léa, tu es accompagné. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on va t'accompagner puisqu'on a des évaluations régulières. Donc, on va voir, est-ce que c'est plus sur les hard skills, est-ce que c'est plus sur les soft skills qu'il faut t'accompagner. Et je crois que c'est un point important. Et même, je vais souligner ce que disait Olivier, même quand tu es expert, où les hard skills sont très, très importants, de plus en plus, on travaille en équipe. Et en plus, cet expert, il n'est pas dans une bulle. Donc, il faut qu'il partage avec d'autres. Et ne serait-ce que, comme disait Léa tout à l'heure, pour la communication. C'est-à-dire, quand tu découvres quelque chose, il faut bien que les autres, tu puisses faire partager ta découverte. Donc, il faut être pédagogue, arriver à faire en sorte que tout le monde puisse partager et partager ce succès. Et donc, c'est important, effectivement, les deux sont importants aujourd'hui, de plus en plus dans les entreprises. Et le travail d'équipe est fondamental. Tu voulais rajouter quelque chose, Florence, sur ces sujets plutôt dans les startups? Oui, c'est marrant, la question hard skills, soft skills, je ne pensais pas que c'était des choses qui étaient connues, mais très bien. C'est des mots très start-up ou boîte américaine qui sont... Donc voilà, c'est top. En fait, nous, dans les plus petites équipes, donc par exemple, on est entre 20 et 25 personnes. Donc en fait, on travaille tous ensemble, la tech, le marketing, la com, le commercial, les professionnels de santé. Et en fait, on travaille tous ensemble et effectivement, il y en a qui ont des hard skills comme les développeurs, parce que souvent, on dit toujours la technique et les autres, mais en fait, c'est pas vrai parce que tout le monde travaille ensemble. Et les soft skills, comme le disait Léa, c'est en final
les personnes arrivent avec leurs talents à eux, personnels et professionnels. Et c'est ça qui fait aussi justement l'énergie d'une équipe, c'est que c'est de l'entraide grâce justement aux compétences de chacun. Merci. Nicolas, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? C'est un peu ce que tu vis. Je ne saurais pas dire mieux que tout ce que vous venez déjà de répéter, donc je peux que dire que je suis d'accord et abonder dans votre sens. Non, et moi, si j'illustre avec mon parcours, c'est vrai que moi, je l'ai dit, j'ai pas eu un parcours qui était très linéaire, donc j'ai coché plein de cases différentes, j'ai connu plein de métiers. Et c'est vrai que moi, ça m'a permis de développer plein de nouvelles compétences au fur et à mesure justement de mon parcours. Et je vais rejoindre ce qu'a dit Olivier tout à l'heure. Ce qui a été important et ce qui a été un vrai driver pour moi, c'était l'envie et la motivation. Et j'ai découvert au fur et à mesure de mon parcours de nouvelles choses. Et ça m'a ouvert un peu les yeux sur plein de possibilités. Et c'est comme ça que j'ai développé de nouvelles compétences. Et donc après, il peut y avoir des formations, il peut y avoir de la lecture, de la documentation, des échanges avec des experts, etc. pour se forger des convictions, continuer à découvrir de nouveaux horizons, progresser, s'améliorer. Et c'est ça qui fait la richesse et la beauté des parcours, je pense. Alors, comme vous le voyez, vous êtes face à des gens qui sont extrêmement passionnés. Dans le domaine de la santé, c'est souvent les profils qu'on rencontre. Puisqu'en fait, dans le domaine de la santé, ce qu'on essaie de faire, c'est d'améliorer la vie de chacun d'entre nous et de vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Donc c'est vrai que vous rencontrerez, et vous le verrez autour du salon, un certain nombre de gens tout à fait passionnés. Donc je pense que le mot de l'envie est important. C'est-à-dire qu'il faut avoir envie. Il faut aller jusqu'au bout aussi de ses rêves. Ça, c'est un point qui est absolument fondamental. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? J'aimerais bien qu'une fille pose une question quand même, parce que... Bonjour, je m'appelle Erika, j'ai 16 ans et je suis en seconde. Alors du coup, j'avais une question au niveau de la parité dans les entreprises. Est-ce que, en fait, vu que c'est encore un milieu très scientifique, est-ce qu'il y a encore beaucoup d'hommes ou pas? Vas-y. Alors, on a un objectif très clair chez Sanofi, c'est d'être à la parité dans les 2-3 ans qui viennent, à tous les niveaux de l'entreprise, jusqu'en haut. Il se trouve qu'il y a de plus en plus de filles qui font des études de santé. Dans le parcours PACES, je pense qu'elles sont même souvent majoritaires maintenant ou ailleurs. Donc, naturellement, je dirais, si tu veux, le réservoir de candidates s'agrandit. Et elles sont de plus en plus présentes. Et en tout cas, Sanofi est une entreprise qui est extrêmement soucieuse de ce point-là et qui fait faire, je pense, des progrès à l'intégralité de la société. Donc je pense qu'on est relativement exemplaire là-dessus. Et en tout cas, c'est un point qui est à l'agenda très, très fréquemment. Ce que je peux rajouter là-dessus, c'est que par exemple, dans les équipes digitales, on a une initiative qui s'appelle Women in Tech et donc qui vise justement à travailler sur cette parité homme-femme à différents niveaux et à justement faire en sorte que les femmes se sentent à leur place et légitimes dans ce qu'elles font. Parce que c'est vrai que quand on parle de femmes, notamment dans le milieu de la tech ou dans le milieu scientifique, on parle aussi souvent de ce merveilleux syndrome de l'imposteur. Ce merveilleux syndrome de l'imposteur peut faire de gros dégâts, mais quand on apprend à le maîtriser, ça peut juste être magique. Et donc ce genre d'initiative qu'on a en interne, ça sert à la fois à sensibiliser, par exemple, nos collègues masculins pour qu'ils comprennent les enjeux. C'est aussi mettre en place des initiatives qui, par exemple, sur des exemples tout bêtes, permettent de revoir la façon dont sont rédigées les offres d'emploi, que ce soit de stage ou de CDD, de CDI, peu importe le pays, pour faire en sorte que les femmes, quand elles les lisent, se sentent plus réceptives et plus confiantes aussi pour postuler. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui existent. On participe régulièrement à des salons, notamment un salon qui s'appelle Women in Tech aussi, pour mettre en avant ces femmes-là aussi et donner envie à d'autres femmes de rejoindre le mouvement. Donc, pour répondre à ta question, clairement, oui, la parité, c'est un gros sujet chez Sanofi. Je vais rajouter juste un mot. En fait, ça va au-delà de la parité. C'est ce qu'on appelle la diversité. C'est-à-dire aussi la diversité culturelle ou d'orientation sexuelle. Donc, ce qu'on embrasse, nous, au sein de l'entreprise, c'est la diversité dans son ensemble. La parité étant un des éléments. Florence? Oui, mais la question était plutôt sur l'aspect informatique scientifique. Alors, nous, chez Libéraux, on est plutôt sur l'aspect tech digital, mais on ne fait pas forcément de recherche, ce qu'on appelle la R&D, recherche et développement. Mais c'est vrai qu'on utilise beaucoup de data. Donc, c'est vrai que spontanément, on a beaucoup plus de garçons qui postulent à des postes de développeurs et autres. Mais aujourd'hui, par exemple, j'ai 3 filles dans l'équipe tech qui sont développeurs, qui sont UX designers. Et du coup, en fait, on a beaucoup plus de femmes dans l'équipe globale que d'hommes.
Et c'est vrai que moi, j'ai plus ressenti ce sujet-là de la parité, en tout cas dans l'écosystème de santé en tant qu'infirmière, puisque justement, le syndrome de l'imposteur, de se dire est-ce que je peux faire ça? Est-ce que j'ai le droit de le faire? Est-ce que je suis en capacité de monter une entreprise? Et au final, j'ai été accompagnée de beaucoup de personnes, hommes et femmes, beaucoup d'hommes d'ailleurs, plus que de femmes, et parce qu'il y en avait beaucoup plus à ce moment-là. Et du coup, effectivement, toutes ces initiatives de Women in Tech qui sont portées par des gros, des entreprises qui ont les moyens de le faire, sont vraiment très porteuses et qui nous permettent à nous aussi, entreprises de plus petite taille, de pouvoir embaucher des femmes et des hommes et d'avoir justement une parité très forte, voire plus de femmes que d'hommes dans la boîte. Nicolas, tu voulais ajouter un mot sur Non, on me questionne pour savoir s'il n'y a que des garçons. Non, j'étais même en train de réfléchir au sein de notre quotidien. Donc on a une petite structure, hein, mais au sein de notre comité de direction, notre responsable marketing est une femme, notre responsable des ressources humaines est une femme, notre responsable de l'équipe Customer Success est une femme. Et je pense qu'il y a un équilibre plutôt naturel d'ailleurs, parce que toutes les problématiques d'inclusion, d'égalité salariale, de mixité, sont au cœur de notre politique RH. Et je pensais à notre équipe justement au sein de notre lab où tous les travaux de recherche sont effectués. Et j'étais en train de me dire qu'en fait, je pense qu'il y a plus de femmes que d'hommes, d'ailleurs, et de la même façon, peut-être au sein de notre équipe Customer Success. Sur la tech, je pense qu'on doit être à 60-40. C'est pas forcément volontaire, ça va, ça vient, mais voilà, en tout cas, l'égalité, on voit qu'effectivement, c'est un mouvement qui est en train de s'inverser. Il y a une vraie quête d'égalité, de parité. Ouais. Il y a un grand changement d'ailleurs dans ce domaine. Et ce qui est intéressant, c'est que nous qui avons la chance d'être dans un groupe qui est présent dans de très nombreux pays, puisque Sanofi est présent dans 100 pays, nous avons un certain nombre de pays dans lesquels, au contraire, il y a plus de femmes dans les métiers de recherche et développement depuis longtemps. Donc voilà, on voit les choses changent et puis ça nous permet aussi, nous, d'utiliser ce savoir-faire pour voir les bonnes pratiques qui existent. Et on ouvre beaucoup les carrières pour les femmes dans le domaine de la recherche également. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Je vois qu'on avait encore quelques minutes. Oui. Rebonjour. J'ai une question, j'ai deux questions. Ton micro. Allô, c'est bon? Voilà. Oui, j'ai deux questions. La première, c'est quelle est la qualité la plus importante chez Sanofi? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous arrivez à tous les emplois que vous détruisez à cause de l'informatisation, on va dire, est-ce que vous arrivez à les recréer après, ensuite? C'est le fait que tu aies des emplois qui disparaissent du fait de l'informatisation. Est-ce qu'on arrive à les recréer? Est-ce qu'il y a d'autres types d'emplois qui se créent? Alors, la première question, la plus grande qualité qu'on recherche. Alors, hormis les compétences dures, tu vois, sur un métier de data, il faut d'abord vérifier les compétences techniques. Donc ça, mais si on met, je cherche deux choses, moi, chez les gens. Un, la volonté. Deux, l'empathie. C'est-à-dire, la volonté, c'est ce qui va te pousser à aller de l'avant, tu vois. Et donc, après, voilà, j'essaie de le sentir au cours de l'entretien. Et après, l'empathie, c'est-à-dire ta capacité à ressentir ce que l'autre ressent, à te mettre dans ses chaussures, à le comprendre et donc à pouvoir travailler avec lui. Donc, ce que j'essaie de mesurer dans un entretien, hormis la capacité technique, c'est ça. La volonté, est-ce que cette personne va aller de l'avant? L'empathie, est-ce qu'il va pouvoir collaborer parce qu'il va comprendre les autres? J'ajouterais que l'ouverture effectivement d'esprit et la curiosité sont importantes parce que pour rien vous cacher, avec Olivier, quand on s'est rencontrés, la première fois qu'on s'est vu, quand je suis rentrée dans le groupe il y a 8 ans maintenant, on assistait à un groupe multiculturel. Et donc c'était sur savoir comment on allait travailler en équipe justement, hein, c'était sur les business partners. Et c'est vrai que ça demande beaucoup d'écoute quand vous êtes dans des groupes comme ceci. C'est une grande chance, mais en même temps, on a vraiment des grosses différences d'appréciation, de compréhension, etc. Donc c'est vrai que l'empathie est très très importante dans ce type d'environnement, et pas que d'ailleurs, dans l'ensemble des environnements. Et je pense qu'en lien avec ce que tu dis, une des valeurs qui est très présente chez Sanofi et qui est plus qu'encouragée d'ailleurs, c'est le respect. Donc respect, ça veut dire le respect des autres dans leurs idées, le respect pour leur personne. C'est là où on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec la diversité de profils, que ce soit homme, femme, d'où tu viens, tes origines, ce que t'aimes pas, peu importe. Et le respect pour tout ce qui se passe autour de toi et dans la boîte. Et ça, du coup, le respect, si tu as cette petite pépite en or au fond de toi, cultive-la, ça sera valable partout. Il y a une deuxième question qui est un peu plus... Tu voudrais... Je peux t'aider sur l'automatisation. Oui, parce que nous, dans les faits, Iseop, notre technologie est une technologie d'automatisation. Et donc, on accompagne Sanofi
dans la rédaction automatisée d'un certain nombre de documents. On ne va pas remplacer les hommes qui rédigent normalement, mais au contraire, on va les décharger d'analyses parfois un peu chronophages. Je recommence du coup ou pas ? Ok, on la refait. Donc nous, Iseop, on a développé une technologie d'automatisation. Et donc on accompagne Sanofi dans l'automatisation de la rédaction d'un certain nombre de tâches. On ne vient surtout pas remplacer les femmes et les hommes qui travaillent chez Sanofi, qui sont et qui resteront les ressources clés de l'entreprise. Mais au contraire, on vient les outiller, on vient leur donner les moyens finalement de se décharger de tâches parfois à faible valeur ajoutée, pour qu'ils se concentrent sur des choses justement qui font leur valeur, qui font leur expertise, etc. Et c'est vrai que de dire tel résultat, donner tel autre résultat, eux, ils préféraient se concentrer, ok, le résultat est mauvais, comment je peux faire pour améliorer, comment je peux faire pour aller corriger quelque chose, comment je peux aller faire d'autres tests, etc. Donc nous, on les décharge de tout ça, on automatise des choses et ça leur permet d'être beaucoup plus efficaces. Et globalement, ce qu'on voit dans les entreprises, c'est que les grandes tendances d'automatisation servent à ça, à décharger de tâches à faible valeur ajoutée, pour se concentrer sur des tâches un peu plus sympas et qui font la valeur des ressources clés de l'entreprise. Olivier, et puis je pense qu'en plus de retravailler sur la productivité des gens pour leur redonner du temps pour se concentrer sur autre chose, ça permet aussi de créer de nouveaux métiers et de capitaliser sur, tu vois, par exemple, des sessions de travail en groupe pour faire émerger des idées, aller plus loin, plutôt que passer par exemple un quart de ton temps à faire des tâches bureautiques qui n'apportent pas grand-chose et qui ne permettent pas à ton entreprise d'évoluer. Et ça, je pense que c'est important de le considérer. Souvent, on parle de métiers qui disparaissent à cause de la technologie, mais on oublie aussi très souvent de parler des nouveaux métiers qui sont créés. Et donc, c'est là où on peut faire aussi un beau petit lien avec le digital et l'e-santé. Et le fait que ça soit un écosystème qui soit toujours en mouvement et donc avec des métiers qui évoluent en permanence. Donc un métier que tu peux faire par exemple dans 5 ans, ça se trouve dans 15 ans il n'existera plus parce que des choses auront été automatisées, etc. Mais ton métier aura évolué d'une autre manière. Voilà. Tu voulais ajouter un mot, Olivier? Oui, parce que j'avais exactement le même exemple que Nicolas a en tête. Donc, juste pour vous dire, quand on veut soumettre un nouveau médicament, il faut qu'on fasse un énorme dossier dans lequel on explique tout ce qu'on a fait pour vérifier que le produit il fonctionne et ensuite il est sûr, il ne va pas générer de toxicité. Mais c'est un dossier qui comporte des milliers de pages. Et jusqu'à un passé très récent, c'était fait à la main. Et donc, Nicolas et son équipe, ce qu'ils nous aident à faire, c'est à automatiser la rédaction de ce truc-là à partir des données qu'on a dans la base de données. Pour vous donner un exemple, ça commence comme ça. Une patiente de type caucasien de 47 ans a pris tel médicament. Il n'y a aucune valeur à payer quelqu'un qui a fait un bac plus 8 à écrire ça. Donc ça, l'ordinateur le fait. Par contre, l'être humain reste pour travailler sur la fonction d'analyse. Qu'est-ce que ces données veulent dire? Qu'est-ce qu'on en déduit pour le produit? Et en fait, on se rend compte qu'on arrive à automatiser à peu près 70% de la rédaction de cette partie-là du dossier, mais que les 30% qui restent représentent en fait 80% de l'effort humain, c'est-à-dire tout l'effort intellectuel. Et donc, en fait, c'est ça le truc, c'est de concentrer l'être humain vers les métiers et les tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc pour ça, il faut que vous fassiez des études. Alors, on arrive au terme de cet échange. Je vais juste vous demander à chacun si vous avez un message pour nos jeunes collégiens et lycéens, quel est-il? Non, mais ça reprend ce que vous disiez tous les deux, notamment, et je pense que Nicolas, pareil, mais c'est de faire ce que vous aimez, d'ailleurs, parce que quand on fait un métier qu'on aime, en fait, on ne travaille pas, c'est une passion. C'est essentiellement ça, en fait, qui doit driver, parce que sinon, vous allez travailler, vous n'allez pas trouver votre volonté, vous n'allez pas trouver votre objectif. Donc, vous n'êtes pas obligé de le trouver tout de suite, malheureusement, ce travail dans lequel vous allez être vraiment très à l'aise. Mais en tout cas, quand vous l'avez trouvé, il faut le garder. Nicolas? Ouais, moi je te rejoins. C'est, je dirais, suivez vos rêves et vos envies. Moi j'ai souvenir. Voilà, j'ai fait une fac de sport quand j'ai passé mes concours. Alors j'étais pas encore dans le monde professionnel, hein, mais ils m'ont dit c'est la première fois qu'on voit quelqu'un d'une fac de sport. Et on était trois ovnis. Il y avait une fac de philo, une fac de géo et une fac de sport. Et c'est la première fois en 10 ans. Et donc comme quoi, voilà, c'est possible et c'est pas plus dur pour moi que pour un autre. Et donc voilà, il faut se donner les moyens. Et après, ça peut arriver, on peut partir à droite. Et la semaine suivante, on se dit finalement, c'est à gauche que j'ai envie d'aller. Il y a plein de routes. Toutes les routes sont bonnes à partir du moment où vous suivez la vôtre. Léa?
Oh, je suis totalement d'accord avec ces messieurs dames. Ce que je rajouterais, c'est que c'est de garder vraiment votre envie et surtout n'ayez pas peur de tomber parce que ça arrive à tout le monde d'avoir des échecs. Mais les échecs, c'est pas grave. Ça permet aussi de rebondir et de devenir plus fort demain. Et donc, considérez plutôt si demain vous avez des échecs pour une raison X ou Y, que ce soit dans votre expérience pro ou perso, considérez ça vraiment comme des expériences qui vont vous forger pour demain. Voilà. Et donc, quand on capitalise petits échecs de la vie plus grosses réussites, c'est là que vous serez les plus épanouis derrière. Mais vraiment, n'ayez pas peur de ça. Alors, le mot de la fin, c'est pour Olivier, parce qu'on a déjà dépassé un peu le temps. Alors, je me répète, comme ça, Voilà. c'est bien, faites ce que vous aimez et surtout, croyez en vous. Je crois que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez aussi des capacités particulières. Donc, croyez en vous. Vous avez cette force en vous et vous y arriverez. Et on compte sur vous pour demain. On compte sur vous. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à vous. Je repasse la main à Christina pour la prochaine session. Bravo à vous, merci beaucoup. Et je crois qu'il y a une photo, je crois que notre photographe voulait faire une photo. Revenez sur scène juste quelques instants. Est-ce que vous voulez bien également venir pour qu'on fasse une photo? Ce serait super. Si on avait tous les jeunes, voilà, en photo, tout le monde. Alors, cher Benoît, il faut que tu nous dises comment tu souhaites la mise en scène. Est-ce que tout va rentrer? Tout le monde va rentrer? Voilà. Et alors, on fait un grand sourire malgré tout parce que ça se voit dans vos yeux, hein. C'est parti, 3, 2, 1, action! Oui, mais on voit vos yeux, on voit vos yeux. Merci beaucoup.